Pour me présenter, moi je m'appelle Claire Gouze, je suis la cofondatrice de Nao Labs avec Christophe qui est là. Et donc on a choisi d'organiser ce meet-up parce que ça fait plusieurs mois qu'on voit sur plein de réseaux data, dont le MDN, donc il y a plein de gens qui viennent aujourd'hui, que beaucoup d'équipes data réfléchissent à qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'analytics avec des agents, qu'il y a beaucoup de discussions, de Zoom, etc. pour en parler et qu'on a du mal à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Donc là, le but aujourd'hui, c'est d'avoir une table ronde avec 4 équipes data qui ont testé plusieurs solutions chacune, je pense, et de vous faire un peu un retour d'expérience sur ce qui marche pas. Et pourquoi ça nous tient à cœur particulièrement d'en parler, c'est parce que... surprise... Ah, voilà. Parce qu'il y a 2 mois, on a lancé avec Nao un agent analytics open source. Donc pour vous faire un peu l'histoire, à la base, on crée un éditeur de code avec de l'IA pour les équipes data. Et en fait, on s'est rendu compte que les équipes data, elles faisaient que de l'analytics dans cet éditeur et qu'elles n'avaient pas envie de rester dans l'éditeur et qu'elles avaient envie que leurs équipes business puissent aussi faire de l'analytics sur leur data avec de l'IA. Et on s'est dit, en fait, deuxième point, voilà le marché aujourd'hui de comment on fait de l'IA avec... comment on fait de la data avec de l'IA. Il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent, il y a beaucoup de solutions. Je pense que vous avez peut-être recherché quelle solution utiliser. Il y a votre Warehouse qui vous propose une solution, il y a la BI qui propose une solution, il y a tout un nouveau pan d'outils texte ou SQL. Vous pouvez aussi utiliser des outils généralistes, du genre Claude, du genre Dust. Et donc, en fait, il y a plein d'outils. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que tous ces outils-là, il n'y en avait aucun qui était open source. Et ils mettent tous dans un framework un peu de... leur contexte, leur semantic layer, et tout est lock-in dans un vendor. Et donc, c'est pour ça que nous, on a choisi de faire ça en open source. Et je reviens juste sur avant. Donc, notre repo, c'est GetNao. On est actuellement à 780 stars, et il nous en faut 5000 pour avoir des licences gratuites de Claude Code. Donc, on compte sur vous pour nous laisser une star. Je vous mettrai le QR code dans les drinks tout à l'heure pour que vous puissiez nous faire un petit don de star. Voilà. Et donc le but aujourd'hui, c'est déjà vous montrer un petit peu la façon. Enfin, je vais juste faire une explication rapide de comment ça marche. Et après, on va analyser les résultats du survey que je vous ai envoyé pour comprendre un petit peu l'état de l'adoption d'Agentic Analytics parmi les gens qui sont là ce soir. Donc, pour vous expliquer rapidement, le concept de Nao, c'est deux parties principales. Une context layer qui est fait avec une CLI Python et une UI de chat pour déployer à tous les utilisateurs de votre entreprise. Donc le but, c'est que votre context layer, vous la construisez un peu comme vous construisez votre DBT repo, sauf que là, ça va être votre context repo. Donc en gros, c'est une CLI où vous pouvez créer un file system qui va comprendre tout le contexte dont votre agent d'analytics a besoin. Donc, par exemple, des métadatas sur votre donnée, des infos de votre repo de DBT, de votre semantic layer, si vous voulez, des infos d'outils business comme Notion, comme Jira. Donc, le but, c'est de synchroniser tout ça dans un repo. Et ensuite, comme ça, un file system, vous pouvez l'incrémenter avec tout le contexte que vous voulez. Donc, rajouter des points MD sur « Ah oui, mais tel jour, on a fait un événement, donc ça crée des outliers dans la donnée. » Ou « On a fait une migration de telle base à telle base, donc c'est pour ça que toutes les données sont crades sur cette période. » Donc, à la fin, vous avez un file system. Et de la même façon que Claude ou Cursor vont se balader dans votre file system en local pour faire des actions, l'agent de Nao va se balader dans le file system que vous avez construit pour comprendre où est la donnée, comment on se calcule les métriques, et ensuite pouvoir faire des analyses. Et donc ça, c'est dans la deuxième partie. Donc ça, le contexte, c'est votre interface à vous, équipe data, pour configurer l'agent. Et l'interface des utilisateurs, c'est une UI de chat où l'agent va regarder le contexte, faire des requêtes et faire aussi ce qu'on appelle des stories, donc des analyses, des reports que vous pouvez partager entre équipes. Donc, plutôt que vous expliquer un peu plus comment ça marche, on va tenter une démo. Donc, j'ai déjà setup un projet de contexte. Peut-être que j'agrandisse un petit peu. J'arrive pas à agrandir plus. C'est pas grave. Tu veux de l'aide ?
Bah, si tu peux Je peux agrandir, essayer. pourquoi pas. Merci. Donc voilà, donc là j'ai Si je parle, créé... là, ça marche? Pardon. Oui, mais ne parle pas. Donc là j'ai créé mon repo de contexte. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, comme un file system. J'ai rajouté dans... Donc, ouais, là c'est très gros. T'inquiète. Ok. Donc en gros, tout mon contexte est défini par un Nao config YAML, donc un peu comme le système de dbt config YAML. Et là, vous allez juste mettre quelles sont les sources de contexte que vous mettez dans le repo. Donc là, en l'occurrence, c'est assez simple parce que j'avais juste une table à analyser qui est la table des résultats du survey. Et donc je lui dis, bah voilà, ma source c'est BigQuery, je filtre sur tel dataset, j'ai pas de repo, je lui donne une clé LLM pour qu'il puisse analyser la donnée. Et ensuite, je lui donne des rules en plus pour lui expliquer un peu de contexte sur que c'est un agent qui analyse des données de survey. Je vais aussi rajouter de façon ad hoc un point MD avec le contenu du survey. Comme ça, il comprend un peu quelles sont les questions. Parce que dans la table en elle-même, il n'y a pas forcément les infos des vraies questions. Et ce que le framework de Nao fait, c'est que derrière, pour chaque table, il va aller créer des points MD qui décrivent la table. Donc là, par exemple, sur ma table, j'ai un MD avec le schéma des données, un avec une preview, un MD avec du profiling aussi pour lui donner des statistiques sur la table, etc. Donc tout ça, ça aide l'agent à avoir du contexte sans avoir besoin d'impliquer un MCP ou un tool pour savoir comment query une table ou où se trouve l'information dans une table. Donc ça, c'est le framework que vous mettez en place en tant qu'équipe data. Et ensuite, le but, c'est de donner l'UI à votre équipe. Hop, je mets ça en gros. Ok, donc là, ça va être du live démo, hein, parce que, voilà, je viens de refresh la donnée, on va voir ce que ça donne. Donc, vous avez peut-être reçu... Ah, tu veux poser des questions? Ah, non, ok. J'écris. Allez, vas-y. On va faire une duo live démo. Donc ouais, vous avez peut-être reçu un sondage via l'event. En gros, on voulait un peu faire un sondage pour voir quel était l'état d'adoption de l'Agentic Analytics. Bon, peut-être on va commencer par savoir combien il y a de gens qui ont répondu. How many people answered the survey, I guess? Ouais. Ok. Oh, une erreur. Ah, il didn't find the dataset. Il a été un peu stubborn, il a d'abord cherché le dataset avant de... Enfin, il a d'abord couru avant de chercher. Bon, donc là, on voit que l'agent se balade dans le contexte pour comprendre ce à quoi il a accès. Ok. Bon, ça lui a pris du temps, mais il a compris. Donc, ok, donc il y a 45 personnes qui ont répondu au survey. Donc ensuite, on peut lui demander quel est le statut d'adoption de l'Agentic Analytics. Donc il y avait une question pour savoir si les gens étaient plutôt en phase de recherche ou s'ils avaient déjà un POC ou si c'était en production. Donc voyons voir où est-ce que vous en êtes sur l'adoption de tous ces outils. Ok, ça va, c'est assez rapide. Du coup, vu que j'ai zoomé, c'est un peu... Ah, ok. Alors, il a répondu à plusieurs questions à la fois. Donc, il y a quand même la plupart des gens qui sont au niveau de POC. Et, ok, donc la plupart, c'est niveau POC et recherche d'options. Et on en a quand même très peu qui ont scale dans la compagnie. Donc, ces gens-là, ces 5 personnes pourront se manifester si elles veulent témoigner un peu ce qu'elles ont fait. Et après, en termes de personnel d'adoption, si on scroll, donc c'est quand même plutôt à destination de l'équipe data ou élargi un peu au business team, mais pas seulement au business team. Et beaucoup n'ont pas d'adoption. Et ensuite, sur le pourcentage de data request, je suis pas trop satisfaite là du chart. J'aimerais bien qu'ils me convertissent ça en chiffres et qu'ils me fassent une moyenne, si c'est possible. Ouais, donc une des questions qu'on a posées aussi, c'était le pourcentage de questions qui étaient répondues avec l'agent, pour voir un petit peu, est-ce que en fait c'est 80% de vos questions qui passent par ça, ou est-ce que c'est finalement une petite partie. Ok, il a réussi à convertir. Donc 20%, c'est pas énorme encore.
Après, il faudrait voir la distribution, mais ok. Je me souviens plus du tout qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question. Est-ce qu'on peut lui demander un full report ou pas? Bon, là, ça va peut-être... Une story. Quoi? Ouais, voilà. Donc là, c'est un peu pour illustrer... déjà, parfois, vous savez pas trop ce qu'il y a dans la data, donc vous avez envie qu'ils puissent faire de la recherche pour vous. Et ensuite, autre truc, le format de chat, c'est super bien pour vous faire des analyses en tant qu'équipe data, mais ensuite, il faut bien formater ce rendu-là pour le partager à vos business stakeholders. Et donc, nous, ce qu'on a introduit, c'est un concept de stories. Donc, c'est un chat qui va produire à la fin un report que ensuite vous pouvez partager à votre équipe business. Oh, ça a été rapide. Voilà, donc ça vous crée un report sur le côté qui va résumer en gros toutes les analytics que vous avez faites dans la conversation, que vous pouvez ensuite modifier à la main. Et ça, cet output-là, vous pouvez le partager à des utilisateurs sans que les personnes puissent voir la conversation que vous avez faite. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres insights intéressants sur cette story. Ah si, je pense qu'il y en a à la fin sur est-ce que vous avez peur de l'IA? Donc bon, il y a quand même un quart de personnes qui ont peur de l'IA. Donc on pourra en reparler, je pense, à la table ronde. Est-ce que les gens vont kill la BI? C'est intéressant. Ah oui. Donc il y en a quand même 20 personnes, donc quasi la moitié des gens qui ont dit qu'ils ne voulaient pas se séparer de leur BI. Donc ça, je pense qu'on va en reparler aussi. Et sur la semantic layer, c'est quoi l'opinion dominante? Ok, donc apparemment vous êtes très convaincus par les semantic layers, donc encore une question dont on pourra débattre. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour la démo. Un autre point qui est important qu'on ne va pas démo là parce que ça prendrait du temps, mais un truc qu'on croit être important sur le déploiement des agents d'analytics, c'est en fait, il faut que vous ayez confiance dans l'agent d'analytics avant de le déployer au reste de votre entreprise. Donc on a aussi un framework d'évaluation où en gros vous construisez des tests unitaires de texte ou SQL et vous les faites tester à l'agent pour vous donner un niveau de fiabilité sur ok, l'agent avec le contexte qu'il a, il peut répondre à 20% des questions de façon fiable. Et le but c'est que vous puissiez retravailler votre contexte pour atteindre un niveau de fiabilité assez important et ensuite le passer à vos users. Voilà, je pense qu'on pourra faire les questions à la fin. Donc je vais passer la main à Christophe qui va animer la table ronde et présenter tous les speakers. Bien sûr. Voilà. Merci Claire, on applaudit Claire. The floor is yours. Et Benjamin, peut-être? Ou pas? Ah, ok. Non, d'accord. Est-ce que tout le monde va bien dans l'audience? Oula, faut pas que je parle trop fort. Le cadre. C'est pas dangereux. Je vais le mettre là. Est-ce que vous m'entendez là? Je parle... Ou c'est léger? C'est léger? Je vais le tenir comme ça. Ok. Du coup, cette table ronde, c'est pour parler de l'Agentic Analytics. C'est le premier meet-up sur l'Agentic Analytics. Du coup, on a invité 4 personnes qui font déjà de l'Agentic Analytics. Donc on a Benjamin, on a Yoshan, on a Anaïs et on a Léon. J'ai eu tout bon. Ce que je vous propose, c'est que vous présentiez chacun en 2-3 phrases sur ce que vous faites, quel est votre poste, et ensuite on va enchaîner sur la table ronde, etc. Vas-y Benjamin. Ouais. C'est bon là? Ah non, il faut que je gère les trucs sur les micros. C'est mieux là? Oui, ouais. c'est mieux. Donc Benjamin, je suis Head of Data Analytics chez Getaround. Getaround, on est donc une plateforme de peer sharing de location de voitures. On existe depuis 10 ans et un peu plus d'ailleurs. Et on est présent dans 6 pays en Europe. Et tu veux des infos sur nos équipes data ou... Ouais, vas-y. On est une dizaine de personnes. On doit être 5 côté Data Analytics et 3 côté Data Science. Une stack assez classique de Modern Data Stack, du Snowflake, du DBT bien sûr, Tableau, et on est des grands utilisateurs de X dont je vais parler plus tard.
Je dirais que notre stack est relativement mature. Et c'est pour ça aussi qu'on a pu aller explorer assez tôt dans les fonctionnalités d'agent analytique. Ok, vas-y Yoshan. Yoshan, je suis staff context engineer chez Gorgias. C'est une plateforme franco-américaine qui fait un outil de support IA pour des plateformes Shopify. Et dans l'équipe data, on est 17 en tout. On a une dizaine de data analysts. On est 3 analytics engineers, context engineers. Et on a 2 data engineers. Et si je dis pas, on a 2 AI applied engineers maintenant. Un qui arrive bientôt. Donc voilà, on a une stack aussi, Modern Data Stack, BigQuery, DBT, en gestion on est avec Airbyte. On n'a plus officiellement de BI Tool, donc on en parlera sûrement après. Ouais. Et voilà. Vas-y Anaïs. Donc moi c'est Anaïs, c'est sympa ce titre, c'est la première fois que j'entends ça. Donc moi c'est Anaïs, je m'occupe de l'équipe Data Platform chez Malte, donc Malte, marketplace de freelance en Europe. Équipe data, on est entre 25 et 30 à peu près, donc data analyst, analytics engineer, data engineer, machine learning ops. En termes de stack, c'est pas très exotique. BigQuery, donc on est très sur GCP, donc BigQuery, après on a DBT Core, Airbyte pour l'ingestion, et ensuite on a Looker sur la partie BI. Ok. Et du coup, c'est Léon. Donc, je suis data engineer chez The Working Company, ex-Brigade du coup, qui est une plateforme en gros donc qui est fait à la fois pour les indépendants et maintenant pour de l'intérim, et qui permet de trouver du taf du coup dans l'hôtellerie-restauration et le médico-social. Voilà. Et en termes de stack, du coup, nous on est sur Databricks, Airbyte, DBT, voilà la classique, mais du coup, seule différence c'est qu'on est sur Databricks. Et du coup, moi, je suis arrivé un peu à l'Agentic Analytics avant Nao, j'avais jamais testé, j'étais assez réticent à ça. Et finalement, en fait, je suis arrivé par là parce que j'ai testé Nao, l'éditeur de texte, enfin l'éditeur de code, pardon. Et l'IDE. et finalement, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti Nao, l'agent data, et je me suis dit, tiens, je vais tester. Et en effet, j'ai été plutôt satisfait des résultats. Et donc, du coup, j'ai commencé à le déployer et à faire joujou avec. Trop bien. Merci pour l'intro. Ce que je propose, parce que le meetup s'appelle Agentic Analytics, c'est qu'on définisse ce que c'est l'Agentic Analytics. Je pense que chacun a potentiellement une vision différente. Et je pense que c'est bien pour introduire le meetup, introduire cette série de meetup sur c'est quoi votre vision de l'Agentic Analytics. Je te donne la parole, Anaïs. J'étais en train de réfléchir, merci Christophe. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une Non, réponse. je peux commencer. Agentic Analytics, pour moi, c'est la promesse qui, pour le coup, est de plus en plus vraie, parce qu'il y a quelques années, c'est un peu plus compliqué, de donner l'accès à de la donnée et à du contexte. C'est-à-dire pas juste renvoyer un chiffre, en fait, mais renvoyer une explication sur toutes les données d'une entreprise. Donc, c'est rendre la data accessible à tous les employés. Comme ils auraient pu parler avec un data analyst en fait, pour faire cette analyse-là. Voilà. Tu mets pas AI dans ta définition? Non, parce que je pense que l'AI c'est plus un outil qu'un moyen. C'est-à-dire c'est un outil pour faire des choses, mais en fait c'est pas le pourquoi. Enfin, on fait pas de l'Agentic Analytics pour utiliser de l'AI. En fait, c'est plus un moyen de le faire. Et c'est pour ça que je parle pas d'IA, mais évidemment. Ok. T'en penses quoi, Benjamin? Moi, ce qu'on commence à voir aussi, c'est que tu vas pouvoir avec ton agent. Et je te coupe sur ta définition de l'Agentic Analytics. Okay, ouais. Je suis très aligné. Je suis très aligné, mais je pense qu'au-delà même du self-service, tu vas aussi avoir la possibilité, après avoir posé une question, que l'agent prenne des actions sur ton produit, sur ton repo de code. Peut-être qu'un jour, nous on est sur notre produit est sur Rails. Peut-être que ton agent va dire à un autre agent qui fait du Rails, on aimerait rajouter ça dans le produit à partir de cette analyse-là. Et là, je pense que j'irai me coucher et j'aurai plus grand-chose à faire, quoi. La boîte, elle tournera tout seul. Ok. T'en penses quoi, Yoshan? Alors, je suis très d'accord avec vous. J'ajouterais juste un truc qui est particulièrement lié à la vision qu'on en a fait, nous, à Gorgias, c'est le fait qu'on puisse discuter avec la donnée de n'importe où, à n'importe quel moment, et surtout qu'on puisse en sortir à n'importe quel format.
Je pense qu'il y a un truc qui est clé là-dedans, c'est la flexibilité. Là, on a été habitué à avoir des outils BI qui étaient un peu plus restreints. Pouvoir accéder à la donnée de manière conversationnelle, ça permet d'ouvrir aussi tous les formats pour visualiser, pour regarder, pour toucher, pour réactiver. Donc ouais, j'ajouterais ça. Ok. Léon, tu as quelque chose que tu veux rajouter ? Ouais, moi je pense que... Enfin, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit déjà. Mais je pense que justement, en fait, l'Agentic Analytics, c'est tout le process, du coup, aidé par des outils, dont l'IA, mais pas que, avec d'autres outils qui rendent assez accessible ça, mais de la même manière qu'une BI est un outil qui a rendu accessible la donnée à tout le monde, et qu'en fait, il y a de plus en plus de BI qui permettaient, même à des gens avec peu de compétences techniques, enfin, en tout cas qui ne savaient pas coder en SQL, de pouvoir accéder à de la donnée. Et là, on arrive encore plus à simplifier ça. Mais par contre, je pense qu'on va arriver à d'autres challenges avec ces process-là qui vont être de former les gens à comprendre ce qu'ils recherchent dans la donnée et comment ils posent ces questions-là à des agents pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'eux ils veulent et avoir des réponses qui leur conviennent et pas juste se dire ok c'est bon, ça c'est bon, j'ai mon chiffre. En fait, ils n'ont pas compris ce qu'ils avaient demandé et ce qu'on leur a répondu. Je comprends. Pour structurer la table ronde, merci pour cette première intro sur l'Agentic Analytics. Pour structurer la table ronde, ce que je propose, c'est qu'on le fasse en 3 parties. La première, c'est How it started, c'est comment vous êtes allé dans cette direction de l'Agentic Analytics, qu'est-ce que vous avez testé, quels ont été les sponsors dans la boîte, ce genre de choses. Bon, ce micro, il marche pas ouf. Quels ont été vos sponsors dans la boîte, voilà, tout le cheminement et la réflexion qu'il y a eu. Ensuite, plus l'impact. Maintenant que l'Agentic Analytics arrive, c'est quoi l'impact dans votre organisation et est-ce que demain, toutes les personnes qui font de la data dans ce lieu vont arrêter de faire de la data et faire autre chose. Et après, le futur plus, mais vraiment un peu plus de l'ouverture sur le futur. Et peut-être qu'on fera une pause entre le How it started et l'impact pour prendre quelques questions de l'audience, pour couper un petit peu et avoir aussi vos feedbacks. Et du coup, sur le How it started, j'aimerais bien avoir un peu le cheminement qu'il y a eu chez vous sur qu'est-ce qui a vraiment déclenché l'Agentic Analytics dans vos organisations. Et il y a quelques trucs qui sont importants, je pense, c'est quels sont les outils qui ont été testés, qu'est-ce que vous avez construit. Ce qui est important, c'est qui les utilise dans la boîte, quelle est l'adoption. C'est bien, je pense, pour mettre dans le contexte l'adoption. Et il y a des sujets sur le temps que ça a pris pour l'implémentation, donc le temps d'implémentation, le coût, les dollars dépensés, les tokens dépensés, ce genre de choses. Voilà. Qui a envie de commencer ? Je vais commencer. Vas-y. Du coup, nous, je vais vous faire l'histoire un peu historique, année par année. Donc, en février 2024, on fait un hackathon data d'une semaine, de 2-3 jours, pardon, bref, quelques jours. On fait des équipes en fait transverses, donc et c'est à l'époque où il y a Dust, donc Dust qui commence à sortir sa plateforme, donc la plateforme d'Agentic. Ensuite, on entend beaucoup parler de Text to Insight. À l'époque, on n'appelait pas ça Agentic Analytics. Et ce qu'on a fait, c'est que moi, je me suis dit, franchement, il y a un truc à faire. Et on était une équipe, on était 4. Donc, moi, j'étais côté Data Platform. Il y avait 2 personnes côté Data Analytics et on avait un Machine Learning Engineer, donc concrètement quelqu'un qui peut faire du Python. Ce qu'on fait en 2 jours, c'est qu'on fait un premier prototype. C'est une data apps, donc c'est du Streamlit-like, donc sur laquelle on a créé un agent sur Dust, donc utilise Claude. Donc on n'était pas sur Claude 4.5 avant, je sais plus quelle version, mais on est sur une version beaucoup plus ancienne. Et donc on crée le prompt, donc on lui passe tout le contexte de l'entreprise. En fait, on l'entraîne à faire du SQL qui marche. Déjà, on est à ce niveau-là. La première version de l'app, franchement, elle est super stylée. Donc c'est-à-dire, on pose une question, combien on a de freelancers sur Malte, et il nous répond. On voit vite les limitations parce que déjà les modèles ils n'étaient pas aussi performants à l'époque. Donc je pense qu'à cette époque-là, parler d'Agentic Analytics c'était un peu trop tôt parce qu'on avait beaucoup trop d'hallucinations sur le SQL ou même la compréhension de la requête de l'utilisateur. Mais on va dire qu'on a démarré comme ça. Donc plutôt approche bottom-up. Ensuite on passe à peu près 6 mois à se dire comment on met ça à l'échelle. Et à ce moment-là on tombe sur un repo de Looker. De Google, qui permet de déployer en fait une app dans Looker, qui est une app, je sais pas dans quel langage, mais c'est un Docker qu'on déploie, qu'on connecte à Vertex AI, donc qui utilise derrière un modèle de Gemini, et qui permet en fait de faire ça. Donc du text to insight, on pose une question, il va récupérer le contexte sémantique. Donc nous on a LookML en metric layer, et ensuite il donne une réponse à l'utilisateur et crée un graphe via des explores sur Looker. Donc c'est vraiment le self-service analytics sur Looker.
On met à peu près 6 mois à sortir sa première version, parce qu'en fait, on a passé beaucoup de temps sur le prompt, on l'a branché qu'à un seul de nos explores, donc qui contient nos métriques clés, et on arrive à quelque chose qui marche à la fin, qui est un peu utilisé, mais c'est un peu une black box. Il donne juste un chiffre, il fait un graphe. En vrai, les gens se disent c'est super, c'est gadget, mais ça ne me sert pas à grand-chose. Et donc, ça, c'est la première version qui sort il y a à peu près 1 an et 3 mois, donc en janvier 2025. On itère, ensuite il y a l'équipe qui fait ce qu'on appelle un data sprint, donc 1 semaine de projet, et sur lequel on teste une version avancée, et c'est là que sort notre, je peux appeler ça un analytics agent. Concrètement, on utilise Dust. Dans Dust, on lui passe tout le LookML, donc tout le contexte. On bosse sur le context engineering, donc ça, je pense que c'est important d'expliquer le contexte de la société, les métriques qu'on utilise et comment naviguer dans tout ça. Ensuite, on le connecte au MCP de Looker, parce qu'en fait, c'est d'une question, c'est sympa de faire un graphe pour l'utilisateur. Et on le met dans Slack. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une conversation qu'on démarre dans Slack. On appelle un Slack bot et ensuite, il va déclencher tout ce flow-là. Et l'output de la réponse à une question d'analytics sur combien de freelance actifs on a sur Malte. Avant de répondre quelque chose, il y a toute une étape de clarification, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, ils demandent quelque chose, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils demandent. Ou en fait, on a besoin de plus de précision pour comprendre ce qu'ils demandent vraiment. On parle de quel pays, on parle de quel revenu, enfin, tous les sujets que vous avez tous. Donc il y a une première partie de clarification. Ensuite, une fois que c'est clair, on envoie tout ça à l'agent qui va derrière appeler le MCP de Looker et justement créer le fameux graphe et donner du contexte à l'utilisateur en lui disant bah voilà, ta question, on a 900 000 freelance actifs chez Malte, on voit que la catégorie dominante c'est du software engineering. Donc c'est vraiment ramener du contexte avec la réponse. Et donc ça, c'est ce qu'on a. On est en bêta, on va bientôt le déployer à toute l'échelle de l'entreprise. On a à peu près, je crois, il faudrait regarder, je pense, 100 de personnes qui l'ont testé. Et on arrive à un niveau d'accuracy qui est assez bon. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on le restreint à notre semantic layer. C'est aussi, je pense, une grosse partie. Donc pour moi, ce qu'on a mis en place, c'est la première version de l'Agentic Analytics qui marche, qui est accurate et qui est sur notre semantic layer. Et je pense que la suite, bon, il y en a qui ont fait des trucs bien plus avancés, mais la suite pour moi, c'est de l'ouvrir un peu à tout le dataset de l'entreprise pour qu'il y ait vraiment tout le contexte de la donnée pour les employés. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je peux y aller. Du coup, novembre 2024, ouais, ça va pas être trop long promis, mais novembre 2024, il y a 2 personnes dans l'équipe qui essaient de faire un petit POC, ils font un petit agent, ils le connectent à BigQuery, ils le connectent à Slack, et ils essaient de poser des questions. On se rend compte qu'il y a un truc qui manque entre les deux pour que ça fasse sens. Il arrive à se débrouiller à faire des queries SQL, mais le lien entre ce que les gens posent comme question, la query qui est générée et ce qui est récupéré, il manque quelque chose. Donc on va à Coalesce, la conférence de DBT, et on rencontre Dot à l'époque. Et avec eux, pendant 1 an, on va réussir à, vérifier que ça peut intéresser les gens de parler avec la donnée directement, ce qui était quand même important, et on a pu le tester vite. 2, en travaillant aussi avec leurs produits, essayer de mieux structurer la context layer, qui va être tous ces fichiers de contexte qui vont permettre d'expliquer les métriques, les mots business qui sont utilisés par les différentes personnes dans la boîte, ainsi que les tables à utiliser, toutes les metadata, et savoir comment le structurer pour le récupérer pour un agent. Et fin de l'année dernière, il y a quelqu'un, un peu en pirate, qui s'est dit qu'est-ce qui se passe si jamais on prend ce context layer qui a été récupéré et on lui met Cloud Code dessus. Et on le laisse full liberté pour aller utiliser les tables et le context layer. Et on s'est retrouvé avec des très bons résultats. Donc c'était un peu scrappy, c'était pas scalable. Et décembre de 2025, donc là il y a 3 mois, on s'est mis à 4 et on a créé une version avec LangChain et Langsmith et un context layer custom pour faire une version scalable de ça. Et du coup, depuis janvier, on l'a déployé. Et j'ai des petites vidéos, je ne sais pas si elles sont dans le... pour vous montrer. Parce qu'en fait, je peux vous l'expliquer avec des mots, mais c'est plus facile de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, il y a 3 petites vidéos de 30 secondes qui expliquent 3 usages différents. Donc on a fait un MCP pour l'agent pour que tout le monde puisse l'utiliser directement dans Cloud. Dans Cloud Desktop par exemple. Donc voilà, donc là je lui demande d'inventer des datas pour pas que je vous montre les chiffres de la boîte. C'est quand même mieux. Donc ce ne sont pas les chiffres On pourra envoyer les vidéos après le meetup de toute façon à l'audience. Ouais. Ok. Bon,
Pour les Non, personnes c'est qui sont au fond et qui voient rien. Ah, mais- ok. Non, mais c'est de la fausse donnée, donc c'est ok, il n'y a pas de data leak. Donc voilà, donc ça permet déjà d'être dans Claude et de poser quelques questions. Le côté positif, ça utilise les souscriptions des gens dans Claude et pas des tokens. Donc ça c'est cool. La deuxième petite vidéo, donc tout à l'heure je parlais de flexibilité, le fait de pouvoir l'utiliser à plein d'endroits différents sous différents formats. Le deuxième, c'est qu'on a fait une UI et on a embed Metabase à l'intérieur juste pour générer les charts. Et du coup, on peut parler avec, lui poser une question, lui demander crée-moi un dashboard ou une table dans ce dashboard-là qui permet de, je sais pas quoi. Là, dans ce cas-là, ça sera, je me rappelle plus quelle table on a remplie, mais voilà. Donc, ça va faire sa popote. Et on va avoir un dashboard et on peut éditer et jouer avec le dashboard sans jamais avoir à toucher un graphe derrière. Donc, j'aime pas les couleurs, j'aime pas le bar chart. On peut le changer en parlant. Et le troisième exemple, ça va être dans Slack, on lui a donné la capacité de créer des web apps de l'HTML. Et donc, il va sourcer sur tout le context layer la donnée et il va pouvoir créer des web apps complexes. Donc, dans ce cas-là, donc là, je vous ai passé le moment où je tape la question parce que je tape extrêmement lentement. Et directement, on peut avoir le lien, on peut avoir des web apps un peu plus complètes qui ont pas mal de contenu et qui rend les trucs un peu plus interactifs. Donc voilà. Et si on passe juste sur la suivante, tout ça, ça marche parce qu'on a créé un context layer. C'est ce qu'on a actuellement. Ça ressemble à ça, si on le visualise et qu'on le montre physiquement. C'est l'organisation de toute la connaissance qu'il y a dans la boîte de manière structurée et hiérarchisée. Et c'est là-dedans que l'agent va ensuite aller retrieve chacun des composants en se baladant dans ce graphe. Donc le mot est le knowledge graph, même si c'est un peu... Voilà, c'est juste les différents nodes par lesquels il va se baser. Et sur la dernière slide, il y a juste les quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 84% de la boîte qui l'utilise tout le temps. On a 1000 questions par jour, à peu près. On est 380 dans la boîte et on a 250 de ces personnes qui l'utilisent plusieurs fois par jour. Et la latence, je l'ai mis, mais en gros, il faut un peu plus d'une minute pour avoir une réponse en moyenne. Donc voilà. Donc c'est l'état actuel des choses chez Gorgias. Trop cool. Peut-être Léon, tu veux rebondir? Ouais, parce qu'en fait, c'est marrant parce que quand tu parles de context layer, moi, c'est un peu ça qui a créé le besoin là-dedans. Mais context layer à l'arrache total sans avoir le naming. En fait, à la base, les premières interactions qu'on a eues avec de l'Agentic Analytics, c'est un PM qui avait... Parce que moi, je suis tout seul du coup pour toute la data, donc du coup, j'ai pas forcément le temps de faire des requêtes pour tout le monde. Et donc, on a une équipe produit qui est assez autonome dans sa recherche de données. Et donc du coup, j'ai un PM qui s'amuse beaucoup à utiliser l'IA pour générer du SQL derrière pour aller sur Metabase. Et donc du coup, il s'était fait une page Notion avec une définition de tous les termes business et de toutes les tables du coup qui étaient avec toutes les colonnes. Et chacune des colonnes avait une documentation avec une définition de tous les termes. Pareil, il a refait une définition des métriques qu'il voulait utiliser et tout. Donc il s'était fait une sorte de context layer sur une page Notion avec un prompt qui copiait-collait à chaque fois dans Claude. Donc il copiait-collait tout ce contexte-là pour avoir tout, et après il posait sa question, et à chaque fois qu'il voulait recommencer, il refaisait ce truc-là, et après il avait utilisé le MCP Notion pour que Claude aille tout seul chercher sa knowledge base. Mais voilà, c'est marrant parce que du coup on en revient avec les mêmes problématiques, mais à des échelles différentes et avec des systèmes de fonctionnement du coup plus ou moins adaptés. Tu veux peut-être parler de votre setup à vous Nous, du coup, on est passé de ça à directement Nao, parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas trop. En gros, c'est un peu en parallèle. Moi, j'ai vu du coup la sortie de Nao, de l'agent Nao, et en parallèle, j'ai commencé à vendre ça, et je me suis dit, c'était pas forcément ouf non plus de laisser la main à envoyer un peu tout et n'importe quoi sur Claude, d'avoir un truc où on peut un peu plus avoir la main côté tech et qui soit plus adapté en fait aux besoins. Et donc du coup, comme il y avait un besoin au moins pour cette équipe-là d'avoir ça, et qu'il commençait à y avoir des formations qui soient faites côté de l'équipe produit sur comment utiliser ce truc, ce setup un peu homemade, que j'ai commencé en fait à vouloir déployer Nao pour pouvoir dire attendez, là j'ai une solution qui est un peu plus scalable, qui est un peu plus battle-testée que le setup là, et qui va permettre derrière de pouvoir itérer et de pouvoir être beaucoup plus safe et contrôler sur toute la partie qu'est-ce qu'on lui envoie, comment on gère ça, et quel est le contexte qu'on veut partager à l'agent. Ok. Benjamin, peut-être. Nous, on a une approche assez différente.
Pour redonner du contexte, je ne sais plus quand on a eu la démo de Nao et qu'on a commencé au printemps de l'année dernière, on avait commencé à se dire, ok, l'IA arrive, comment ça va impacter nos jobs. On avait deux pistes. Soit on allait dans la direction, on va utiliser l'IA pour coder dans l'équipe data, soit on va aller utiliser l'IA pour changer comment on fait de la BI. Moi, j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre c'est quoi un MCP, c'est quoi une semantic layer. C'est le moment où tout le monde disait sémantique. Le mois d'après, on disait contexte. La semaine d'après, on disait encore sémantique. Donc, c'était assez compliqué de comprendre dans quelle direction il fallait qu'on aille. On a la chance d'avoir un data warehouse qui a pas mal investi sur l'IA et sur des features d'IA qui est Snowflake, qui nous a dit ouais, nous on lance Snowflake Intelligence, vous devriez essayer. On a essayé, on a décidé de lancer un POC, donc d'abord de construire tout ce qu'il fallait faire en dessous. Je sais pas qui connaît Snowflake et ce qu'ils ont fait avec Cortex. C'est tout un ensemble de features d'IA qu'ils ont développées, principalement pour de l'analytics, mais aussi pour de l'agentique avec de la search également. On a utilisé Snowflake pour développer une semantic layer qu'on a ensuite exposé en ajoutant des prompts sur Snowflake Intelligence, et on a présenté Snowflake Intelligence à un nombre limité de nos stakeholders. C'était très business oriented sur des tables qui étaient très gold, et on a eu un premier wow effect et ça a duré une semaine. C'était pas très. On était clairement, c'est un POC, c'est pratiquement sûr que ça ne va pas marcher, mais on est très curieux de la réaction que les gens vont avoir. Et on a eu, ouais, c'est trop bien, c'est le futur, mais ça ne marche pas. Il y avait beaucoup d'hallucinations. Au bout d'une semaine, on avait un churn de presque 100%. Donc on était OK. Snowflake, c'est peut-être pas la bonne solution, mais au moins ça nous a permis de comprendre où on allait. Et en parallèle de ça, on a notre second outil de BI qui s'appelle X, où toutes les semaines on recevait, ou toutes les 2 semaines, une newsletter avec leur nouvelle feature d'IA. X, ils ont investi très très tôt dans l'IA, ça fait 3-4 ans qu'ils ont une feature d'IA pour nous aider à coder. Ça ne marchait pas super au début, mais maintenant ça fait du code aussi bien qu'un être humain. Et on s'est dit, en vrai, on veut faire de la BI, on veut recréer la BI. Snowflake, ils se sont dit, X, ils se sont dit, nous on veut plus faire de BI, on veut faire de l'IA. Et on s'est dit, c'est bon, c'est peut-être un bon business partner pour se lancer. On a réutilisé tout ce qu'on avait fait côté sémantique avec Snowflake, parce qu'on a la chance d'avoir une intégration sémantique entre Snowflake et X. Donc, c'était juste cliquer sur un bouton pour importer notre sémantique. Snowflake. Ouais, DBT, c'est Snowflake qui prend toute l'info de DBT, et après X prend toute l'info de Snowflake. Donc on a pu importer notre sémantique, et X nous a beaucoup aidé sur quel type de contexte il faut donner. Pareil, il y a un guide principal où on explique qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos business métriques principales, tout un tas de règles sur t'as pas le droit de faire ça, t'es obligé de faire ça, des tone of voice, et plein de petits guides à côté qui permettent d'aller dans des cas business plus spécifiques. Et depuis une semaine, on a mis ça dans les mains de nos stakeholders. On est encore sur un POC, il y a 5 personnes qui ont accès, mais on a une accuracy qui est extrêmement importante. J'ai pas vu d'erreurs flagrantes, et les seules erreurs, c'est quand tu es à 4e, 5e interaction. Et c'est vraiment des trucs où j'utilise un agent pour aller trouver l'erreur, parce que j'arrive pas à la trouver moi-même. Et une assez bonne rétention. Ça reste du gold, donc on n'expose pas tout, mais on est très très content, et on va décider dans les jours qui viennent qu'est-ce qu'on fait de ça.
Ok, super intéressant. Petite question rapide pour clarifier peut-être pour des personnes qui sont encore en attente de démarrer ce genre de projet. Est-ce que l'initiative chez vous a été plutôt top-down ou bottom-up? Et qui étaient vos sponsors? Enfin, qui sont vos sponsors dans l'organisation? Vas-y. C'était vraiment 100% bottom-up. Toutes les initiatives sur la dernière année et demie, c'était beaucoup plus facile de faire et de montrer que d'essayer de parler de concepts qui étaient clairs pour personne. Donc, que ça a été le premier POC qui a été fait par les 2 data engineers il y a 1 an et demi, que le test avec Dot est continué ensuite pendant 1 an, que derrière avoir construit là en décembre, c'était totalement l'équipe. Et ensuite, ça marchait. On a fait un call, on leur a montré, on s'est dit c'est top, on y va. Mais ouais, c'est trop flou en fait pour attendre sur des concepts. Et chez vous, chez Malte? Bottom-up. Okay. Et après, à un moment, on l'a mis dans la roadmap, mais ça reste très bottom-up avec le support, tout ce qui va être CTO. Et quand tu dis bottom-up, c'est vraiment tes équipes ou c'est toi qui as quand même poussé tes équipes? Je pense qu'il y a les deux. Il y a le premier hackathon qu'on fait collectivement, et après, quelque chose qu'on met dans la roadmap de l'équipe. Mais ça reste quand même, je pense, à l'échelle de l'équipe data. Ok. Toi, Léon? Du coup, complètement bottom-up. C'est même pas l'équipe data, c'est d'autres équipes qui se sont dit tiens, j'ai envie de pouvoir aller choper la donnée moi-même. Donc, Ok. Et toi? Relativement bottom-up, mais besoin de sponsorship côté C-level. Parce que nous, on a décidé de buy et on a besoin de notre sponsorship pour buy. Du coup, j'ai une question liée à ça, c'est est-ce que le C-level utilise tous les jours Parce qu'en fait, moi, de ce que j'ai vu de l'observation, c'est que les C-level, souvent dans les organisations, c'est ceux qui connaissent le mieux la data. Et c'est ceux qui ont envie souvent de faire du deep dive. Ça dépend, mais moi, j'ai beaucoup vu ça. Et qui ont envie de faire du deep dive, qui posaient des questions tout le temps, et qui sont assez boulimiques de données, quoi. Et du coup, est-ce que les C-level ou le board ou le top management utilisent ce que vous avez fait? Qui veut répondre? Pas tout le monde est obligé de répondre. Moi, pas encore. Okay. Pour le coup, parce que pas assez. En gros, on n'est pas encore passé sur la phase de déploiement à tout le monde. Donc pour l'instant, c'était par rapport à des utilisations, des usages donnés, ou quand les gens venaient me voir pour un besoin, je leur disais au fait, il y a ça, vas-y, va utiliser l'agent, tu peux. Et comme ça, moi, ça me permettait d'avoir des retours. Et vu que j'ai pas ouvert les vannes à tout le monde, forcément, le C-level se contente des dashboards sur Metabase et n'a pas encore mis la main dessus. Ouais, je peux répondre. Nous, clairement, vu qu'on est en phase de bêta, pas forcément, il y a notre CTO qui l'utilise de temps en temps. Mais en fait, Malte, ça a 12 ans, et on a, je trouve, une culture où les gens, ils ont toujours pensé qu'ils n'avaient jamais accès à la data. Donc en fait, je trouve qu'on a une culture où il faut un peu déconstruire le fait qu'avec les nouveaux outils, on arrive à faciliter l'accès à la donnée. Ce qui fait que en fait, les gens, naturellement, ils ne vont pas chercher à creuser. Donc, et ça s'applique sur le C-level aussi. Okay. Mais du coup, lié à ça, j'ai une question pour Yoshan, parce que tu as montré des chiffres qui étaient quand même, je pense, exceptionnels pour l'audience, probablement, en termes d'usage. Est-ce que tu as une action spécifique que tu peux conseiller, ou plusieurs si tu en as plusieurs, mais qui a significativement augmenté l'adoption de ce que vous avez fait? Oui, c'est de commencer simple. Déjà, commencer sur un sujet très restreint. Nous, on a commencé sur la partie finance. On a pris une personne du côté finance avec nous. Là, on board sur le context layer. Et on a validé que ça marchait, que ça plaisait. On a ouvert au produit, on a ouvert au marketing. On a fait un par un chacun des sujets. On a autonomisé des gens sur le context layer. Et c'est devenu les personnes qui ont le plus poussé pour le produit en interne, même au-dessus de nous. Donc en fait, autonomiser les personnes sur le comportement de l'agent, c'est le meilleur moyen que naturellement on a. Honnêtement, on est passé de rien à 75% de la boîte sans avoir quasiment communiqué dessus. Parce qu'on avait autonomisé une quinzaine de personnes de tous les départements à travailler dessus. Et de manière pratique, c'est dans l'équipe, les analystes ou les gens de data un peu sachants sont allés s'asseoir à côté des métiers, ou c'est juste t'envoyer un message et ça a pris de manière magique? Non, c'était l'inverse. C'est qu'on a pris les gens métiers, on les a mis sur GitHub, on a mis le repo, on a fait des Cloud Code Skills dans le repo pour les aider à éditer le context layer, et on les a posés sur Notion pour qu'ils structurent toute la connaissance de leur département. Et ensuite, on les a envoyés, OK, maintenant que tu as la structure et la hiérarchie d'informations, tu l'envoies avec Cloud Code sur le repo, et nous, on va vérifier la PR. Ouais, donc ça fait des PR, et après vous... C'est ça. OK. Tu veux ajouter quelque chose, Benjamin, ou... Non, je suis très aligné. Commencer simple, trouver ses champions, trouver des cas d'usage. Nous, je pense qu'un des premiers cas d'usage, c'était
la revue du business toutes les semaines, c'est un meeting, ça prend une personne dans nos équipes pricing 3 heures par jour. Je pense que c'est passé à une demi-heure en 2 semaines. Et ça va, au lieu d'aller chercher de la donnée dans des dashboards pour la compiler, il prend plus de temps à aller poser des questions et à vraiment ajouter la valeur qu'il est censé apporter à la boîte et pas, on ne le paye pas pour compiler des dashboards, quoi. Juste, il est quelle heure parce que j'ai aucune idée du temps. Comment? Ok. Avant de prendre quelques questions de l'audience et passer sur le sujet impact, juste un dernier sujet sur le How It Started et où est-ce qu'on en est. C'est plusieurs, vous avez parlé d'accuracy ou de fiabilité. J'ai 2 questions. La première, est-ce que c'est important d'avoir une mesure de fiabilité? Moi, j'oscille entre ça sert à rien et ça sert à quelque chose. Parce qu'en fait, quand on est dev, quand on fait du cloud code, on ne s'est jamais posé la question de est-ce que c'est fiable ce qui sort. Donc, est-ce que c'est important d'avoir une mesure de fiabilité? Et si vous en avez une, comment vous la calculez? Qui veut prendre cette magnifique question? Je pense que c'est important, mais je ne saurais pas la mesurer aujourd'hui. La seule chose qu'on a vue, c'est que si tu n'as pas d'accuracy, tu vas pas avoir de trust, et si tu n'as pas de trust, tu n'as pas d'adoption. Mais pour l'accuracy, tu pourrais dire aux gens, bah, ça répond 90% juste et au pif. Et... Ils les connaissent à peu près les chiffres. Justement, j'aurais une métrique là-dessus qui est complètement empirique, mais qui est de déployer un peu à des personnes qui savent quand même, qui connaissent un peu leurs données parce que ils sont au contact de ça toute la journée, des gens opérationnels, etc. Et de leur dire, bah tiens, utilise ça pour choper tous les trucs, et après dis-moi ce que tu en as pensé en termes de feeling derrière, de est-ce que ça correspond à ton intuition sur le terrain ou pas. Et je pense que, mine de rien, même si c'est pas chiffrable, etc., c'est une assez bonne métrique de, ok, est-ce que je trouve que c'est un bon compagnon, est-ce que ça me donne des bonnes réponses, ou est-ce que non, en fait, c'est trop loin de ce que je connais sur le terrain, et du coup, je vais jamais pouvoir avoir confiance en ça parce que là, il m'a répondu n'importe quoi. Ouais, je peux dire un truc rapide. Je suis totalement d'accord avec vos 2 points rassemblés. Ton point sur c'est très dur de définir une accuracy, déjà parce qu'il faudrait avoir de l'offline eval, et sur un modèle non déterministe, on ensemblerait un ensemble est tout petit sur lequel on pourrait tester, qui ne représente pas la manière dont les gens vont le tester. Donc ça donne un faux semblant de sens de contrôle, ce qui est faux parce qu'en réalité on va tester qu'une moindre portion, on va cramer des tokens et du temps. Mais de l'autre côté, il faut quand même mettre en place des choses pour qu'on soit, comme tu dis, qu'on palpe, que les gens ont le sentiment d'avoir la bonne donnée par rapport à ce qu'ils connaissent. Et du coup, autonomiser les gens sur leur sujet, c'était un bon moyen parce qu'ils connaissent très bien leurs chiffres. Donc quand ils commencent à le tester pour l'améliorer, ils se rendent compte de s'il est totalement à côté de la plaque ou pas. Donc ouais. Et après, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place, comme faire en sorte que l'agent s'auto-update lui-même en fonction des feedbacks que les gens vont lui faire. Donc on arrive à améliorer au fur et à mesure et colmater les trous. Et peut-être pour ajouter, le problème c'est que tu viens d'un monde qui est déterministe, où les gens, en tout cas chez nous, ils ont l'habitude de consommer du dashboard. Donc en fait, ils se posent pas la question, ils considèrent que la donnée qu'ils voient est vraie. Et du coup, en fait, c'est paradoxal, mais ils acceptent que Gemini ou ChatGPT ait 90% d'accuracy versus 10 d'inaccuracy. Parce qu'en fait, ils ont commencé à utiliser l'outil comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont acculturés en fait à l'hallucination. Et donc le problème que tu as dans l'agentic analytics, c'est que tu passes d'un mode hyper déterministe à un mode où en fait les gens switchaient le truc en se disant j'accepte 10% d'inaccuracy, ça marche pas et tu perds complètement l'adoption. Donc je pense que c'est peut-être juste des phases où tu as besoin d'avoir une accuracy super forte au début pour la trust, et après peut-être qu'en ouvrant les vannes, après on va culturer à se dire franchement si tu as 5% d'inaccuracy c'est ok en fait, comme sur tous les outils d'IA. Un mini truc à rajouter, montrer qu'on est présent. Et ça, c'est... En fait, on dit dès le début que ça va se tromper. Il y a des moments où ça va mal se passer. Et montrer en fait qu'on saute dans les threads en 5 minutes, en 10 minutes, qu'on vient corriger et qu'il y a un fixe dans l'après-midi, ça permet aux gens d'être bien plus flexibles auprès des erreurs et de remonter vers nous les problèmes. Donc ça, c'est vraiment très important. Un truc que je suis en train de mettre en place, c'est d'avoir un LM as a judge. Sur chaque conversation, refaire passer un LLM dessus avec un prompt qui lui dit essaye de, voici ce que tu fais, donne-moi une note et explique-moi pourquoi tu as donné cette note-là. Et pour l'instant, le endpoint n'est pas super et le MCP n'est pas totalement
il n'y a pas le endpoint pour avoir la liste des conversations, donc ça me pose un peu problème. Mais lui dire de donner une note à chaque conversation, ça permet déjà d'avoir une certaine mesure de l'accuracy. Et après, tu peux mettre des alertes, et si ça tombe au-dessus de 5 ou de 6, tu vas voir ce qui se passe en temps réel. Et tu réagis. Je disais, sur Nao, tu pourras avoir le endpoint pour avoir toutes les conversations. Ok. Avant de passer sur la partie impact et futur, peut-être prendre une ou deux questions dans l'audience. S'il y a des gens qui ont envie de réagir par rapport à ce qui était dit, pas sur des trucs qu'on pourrait dire sur le futur de la data, et etc. Vas-y. Merci à ton aide pour le son aussi. Ok, je vais répéter la question. Du coup, là, pour l'enregistrement. La question, c'est combien ça coûte, parce que tout ça, c'est des tokens. Et donc il y a deux questions. Ouais. Il y a la question du coût parce que la context window grossit. Et deuxième question, c'est quand la context window grossit, comment tu hallucines pas. Pour ça, j'ai une réponse avant de leur donner la main. C'est si tu as un outil open source, tu peux voir comment la context window est gérée. Et tu peux aller voir le code source. Et on a des bons algos de compression de context window parce qu'on a quand même passé 1 an et demi à faire ça dans un IDE. Voilà, mais je laisse la main à par exemple Yoshua parce que vous le développez aussi en interne. Alors pour les chiffres, je peux te dire, une question c'est en moyenne 60 centimes de dollars, donc 50 centimes d'euros. Une conversation en moyenne on est à 2,1 dollars, donc c'est pas trop mal. Et la deuxième question du coup, c'est pour ça qu'on est parti aussi à le faire nous-mêmes. On a utilisé LangChain et LangGraph pour avoir un contrôle complet sur la manière dont on compressait la context window. C'est pour ça qu'on a fait nous-mêmes le context layer pour vraiment targeter ce qu'on va récupérer comme information et pas flouder avec toute l'information de la boîte. Et en fait, c'est la combinaison des deux qui était importante. Et plus que ça, on a dû prouver derrière, on n'avait pas forcément de barrière au niveau du prix de la part du leadership, mais on devait prouver qu'on était capable d'influer sur le prix. Donc en gros, d'être capable de dire, bon là si on veut faire un effort sur les coûts, on est capable d'optimiser. Et une fois qu'on était capable de faire ça, c'était OK. Voilà. Exact. C'est pas comparable. Et si je peux rajouter un truc aussi sur les coûts, selon les modèles, il y a des coûts qui... Enfin, ça demande une étude des modèles, parce que moi j'ai regardé, au début on a utilisé Claude, j'ai tapé les 5 $ en 2 conversations et 3 tests. Après on est passé sur Mistral, et genre je crois qu'il y a un facteur 100 entre les deux, dans les coûts, donc bon... Selon le LLM, et je pense qu'il y a encore plus. Après, on peut self-host aussi, un LLM pré-entraîné, etc. Donc, il y a énormément d'optimisation et de choix qui peuvent être faits au niveau des coûts. Et ça dépend après au niveau de ressources, performances souhaitées et coûts, et portefeuille disponibles. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, vas-y, t'as levé le main en premier. Ouais. Ok, je vais répéter la question. Question sur comment gérer le contexte et comment faire du context engineering. Et quels sont vos conseils? Alors, encore de la pub Nao, je vais faire une référence à un article que Claire, à plusieurs articles que Claire a écrits, qui testent en gros plein de setups de contextes différents. Est-ce que je mets juste la description des tables? Est-ce que je mets la description des tables et les previews? Est-ce que je mets la description des tables et les previews, le profiling? Est-ce que je mets des rules pour router et orchestrer toutes les choses? Et avec l'accuracy calculée à la fin derrière et le coût lié à ça. Donc on a un article sur notre blog qui parle de ça. Peut-être quelqu'un veut rebondir sur la table ronde par rapport à ce sujet.
Ouais, je vais. Du coup, un des trucs qu'on a fait nous, déjà on peut être agnostique de l'endroit où tu stores le contexte, peu importe. Ça peut être dans Mongo, dans un PG, ça peut être un file system, ça peut être BigQuery, peu importe. Ça va juste te rajouter de la latence quand tu veux le récupérer et un peu de coût de processing, mais globalement c'est pas très important. C'est plutôt la stratégie pour le récupérer ensuite à l'intérieur. On a Mimic, un truc qu'Anthropic avait fait, qui c'était le Progressive Disclosure, montrer juste la description, et si c'est intéressant, on va récupérer le contenu. Et on a pairé à ça le fait de hiérarchiser les documents ensemble. Donc en fait, on va rentrer grâce à la description dans un document. Lui, il va parler d'enfants potentiels qui parlent de différents sujets et qui n'ont que la description. Et il va ensuite aller de plus en plus profond pour aller récupérer les fichiers qui l'intéressent. Donc en fait, de cette manière-là, même si nous, on a 180 instructions qui font chacune peut-être 600 lignes. Et du coup, on arrive à chacune des questions à récupérer 2-3 instructions parmi celles-là sans avoir besoin de faire de RAG, parce que le RAG est très compliqué à débugger. Comprendre pourquoi ce vecteur est plus proche d'un autre, good luck, je sais pas, moi j'y arrive pas. Donc c'est plus facile de comprendre comment quelqu'un s'est basé sur des descriptions. Un agent s'est basé pour descendre sur des descriptions que la pure vectorisation. Ouais, et c'est ce qu'on fait dans Nao. Et juste là-dessus, je pense qu'il y a une image mentale qu'il faut que vous débloquiez justement sur l'Agentic Analytics. Au début, on parlait de chat with your data, et quand on dit chat with your data, c'est ou juste text-to-SQL. Text-to-SQL, c'est pas du tout de l'Agentic Analytics. Text-to-SQL, c'est je pose une question, j'ai une réponse, j'ai un chiffre et je m'arrête là, ou j'ai écrit une requête SQL. Aujourd'hui, on est arrivé dans un schéma où on fait des conversations, et c'est des multi-turn conversations, et c'est hyper dur d'évaluer une multi-turn conversation. Et il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que l'agent, il faut le considérer comme l'orchestrateur. Et en fait, c'est les agents, quand on prend Opus ou Sonnet 4.6 ou les Frontier modèles, ils sont très forts pour trouver les choses eux-mêmes. Et du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on leur donne les choses pour qu'ils trouvent eux-mêmes et qu'ils trouvent leur propre chemin. Et nous, notre taf, je pense, en tant que data, c'est de créer le meilleur écosystème pour qu'ils trouvent leur chemin. Et voilà, je pense que c'est ça le truc, c'est laisser l'agent comme le cerveau. Opus, c'est le cerveau, et il fait son orchestration, il se débrouille, whatever, on s'en fout, il fait. Ça consomme du token, ça coûte de l'argent, c'est vrai. Mais c'est magique, et ça marche. On va passer à la suite. Ouais, vas-y, Guillemette. Ouais. Benjamin, tu peux répondre à la question de Guillemette. Ok. Pour résumer la question, c'est la latence. Aujourd'hui, on a deux types possibles. C'est soit, les agents en général, ils sont longs à répondre, et du coup, on peut pas trop adresser les problèmes de je réponds vite pour juste sortir le chiffre d'affaires de la semaine dernière. Mon avis, c'est, je pense qu'on peut créer des systèmes où ça répond assez vite. C'est une question de comment ton contexte layer est fait et comment tu adresses l'orchestration pour faire comprendre à ton modèle orchestrateur d'aller vite pour répondre à une question simple. Et après, je pense que c'est une question de routing aussi, éventuellement de modèle. C'est si c'est une question simple, il faudrait que ça aille sur des modèles qui soient plus rapides. Ou il peut y avoir aussi du cache sur certaines questions. Ça va déjà chercher un truc qui a été pré-compute dans ton semantic layer. En fait, il y a plein de trucs, mais une partie des questions, quand tu veux juste avoir pool de chiffre d'affaires rapidement, ça peut être juste dans le semantic layer. Et en fait, les questions d'origine vont de semantic layer, et après tu vas sortir du semantic layer pour faire de la deep dive. Et c'est à toi de faire la bonne orchestration dans le système, quoi. Voilà. Peut-être vous voulez dire des trucs. Ouais. Juste pour ajouter à ça, en fait, c'est comment t'orchestres, parce que plus tu fais si tu utilises des MCP, en fait, déjà, tu te prends de la latence de base. Et typiquement, si tu utilises des MCP, par exemple, pour créer tes dashboards, je pense que c'est ce que la plupart d'entre nous faisons, il faut vraiment que tu l'utilises sur la dernière étape et que tu essayes d'avoir un raisonnement qui est le plus local possible, c'est-à-dire que tu aies bien injecté le bon contexte. Donc en fait, quand tu orchestres, ça revient à la partie orchestration, quand tu construis ton orchestration, il faut vraiment penser à ça. Et si tu utilises du MCP, c'est vraiment le mettre à la toute fin, en fait, sur peut-être un tools, pour éviter justement de rentrer dans cette boucle, en fait, un peu infernale de raisonnement. Donc ça, c'est peut-être un premier tips là-dessus.
Et juste l'orchestration, j'ai dit l'orchestration, mais pour moi l'orchestration c'est du markdown, enfin c'est du texte Ouais. qui orchestre sur les modèles. Hein. C'est du texte et faut pas créer des boucles d'orchestration compliquées comme on faisait il y a un an sur des rags pré-boucles et ce genre de choses. Et oui, en fait, j'ai l'impression aussi quand on parle de latence, en réalité, il y a beaucoup de modèles qui ont assez peu de latence. C'est juste qu'ils vont passer par 200 étapes avant d'avoir la réponse parce que c'est très générique. Mais qu'en effet, s'il y a un semantic layer ou une description correcte et qu'en fait on veut le chiffre d'affaires et que le chiffre d'affaires, il y a un truc qui dit le chiffre d'affaires c'est tel calcul et que derrière il est capable d'aller le récupérer. En fait, en deux étapes, il va réussir à récupérer ça. Il va déjà avoir toutes les infos dont il a besoin pour le récupérer. Et donc, du coup, ça va être extrêmement rapide à récupérer derrière. Il y aura assez peu de latence là-dessus. Par contre, s'il doit le recalculer et recomprendre ce que c'est qu'un chiffre d'affaires tout seul et essayer de repasser sur toute la knowledge base, en effet, là, ça va être un peu plus compliqué. On va passer à la suite. On prendra éventuellement d'autres questions à la fin. Alors, la deuxième partie, c'est plus sur l'impact. Donc, on est rentré dans ce monde merveilleux. Donc, a priori, ça marche. Maintenant, c'est quoi l'impact sur notre métier? Parce que la plupart des gens dans l'audience sont data. Et il y a un futur qui est quand même inconnu. Je vais commencer avec une question qui a deux parties. La première, c'est comment ça a impacté le travail de votre équipe? Et la deuxième chose, c'est quoi la projection à un an de votre équipe et de l'outillage de l'équipe dans les tâches au quotidien? Qui a envie de commencer? Vas-y, Benjamin. Sur comment ça a fait évoluer le travail de nos équipes? Ouais, comment ça a impacté le travail de l'équipe? Pour l'instant, on le voit pas trop. Il y a quand même de la formation. Tout le monde a dû être traîné sur comment est-ce qu'on interagit, comment on set up cette partie agentique. Donc, on attend encore un peu de voir comment les choses vont évoluer. Mais on est assez convaincu que on voit l'évaluation c'est compliqué, l'orchestration c'est compliqué, le contexte c'est compliqué. On reste comme équipe data un peu au centre de la tech et du business, donc on reste les bonnes personnes pour gérer tout ça. Ça veut dire que nos métiers vont évoluer, qu'il faut qu'on se forme, mais on reste extrêmement pertinent et même encore plus pertinent peut-être qu'avant. Et peut-être qu'on va enfin pouvoir dire à quoi ça sert la data dans une boîte. Mais ça, c'est le futur. Ouais, moi pour en quoi ça a aidé l'équipe, vu que je suis tout seul, en fait ça m'a permis de me dédupliquer un peu, dans le sens où en fait l'avantage d'un agent c'est que tu peux le lancer et tu peux en lancer 2 et tu peux en lancer 3, donc tu peux paralyser des demandes et en fait du coup ça permet d'éviter de paralyser ton cerveau et de se perdre et de context switch tout le temps, mais de laisser un peu les agents travailler de la manière qu'en fait avec du code en tant que développeur, data engineer et tout, ça permet de tiens j'ai un bug, je lance une IA dessus et j'attends de voir le résultat. Et ça permet d'économiser du temps de cerveau, d'économiser du temps et du coup d'être plus efficace. Et derrière, en plus de ça, ça permet aussi au fur et à mesure d'avoir des gens qui vont même plus demander la question et qui vont directement la poser et réussir à être autonome aussi. Donc ouais, je pense que c'est des économies de temps. Et après, j'attends de voir ce que ça va donner dans l'année qui vient, dans les années qui viennent. Est-ce que ça va empêcher le recrutement de quelqu'un parce qu'il y aura moins de besoins peut-être, ou alors est-ce que ça va faire en sorte qu'on va vouloir recruter quelqu'un parce qu'on se dira ouais, plus on a de documentation, plus on a de compréhension de la donnée et plus c'est efficace, donc du coup ce sera encore plus intéressant d'avoir des analystes qui sachent comment fonctionne la data, parce qu'au final en fait ça sera que des meilleurs résultats et en fait on pourra avoir beaucoup plus de données utilisables et donc du coup ça va y avoir encore plus besoin de bons analystes, ou alors ça va au contraire avoir moins de besoin parce que les gens vont le faire par eux-mêmes et ce sera suffisant. Let's see. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, mais j'ai une question pour toi, Yoshan, du coup, très ciblée. Parce que ton nouveau titre, c'est Staff Context Engineer. Tu me disais que du coup, vous avez un peu de la réorganisation et du relabelling aussi des métiers. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler ? Ouais, et je veux juste rajouter un petit point sur ce qui était dit juste avant. Il y a un truc que nous on a vu, ça donne l'impression au début quand on a ce genre d'outils qui apparaissent que ça va faire disparaître du travail, et c'est pas le cas du tout. Parce que quand
quand on passe des années à construire un bon data warehouse, plein de modèles, bien documentés, en fait, on a un énorme château avec une toute petite porte qui va être où l'équipe, les data analysts et l'outil BI. Et en fait, avoir un agentique, c'est juste augmenter la taille de la porte. Donc, il y a tout le monde qui se rend compte à quel point on a de la donnée sur à peu près tout et n'importe quoi et on peut en faire quelque chose. Donc, avant, quand on occupe un certain scope, tout le monde commence à s'y intéresser et les demandes, elles explosent. Et les gens commencent à manipuler la donnée énormément. Donc en fait, on n'a pas besoin de moins de monde, c'est juste que le métier il change drastiquement. On a besoin d'automatiser plein de choses qui étaient répétitives. Et par exemple, l'impact sur les data analysts, il y a Paula qui est ici, qui est notre lead data analyst, si vous voulez lui poser des questions après. Mais typiquement, la promesse qui était faite du data analyst de pouvoir faire des analyses poussées pour découvrir des bulles d'opportunités, qui étaient souvent couvertes par devoir maintenir du dashboard, corriger et soutenir des équipes, là on peut vraiment le faire. Il n'y a plus de petites demandes. Il n'y a plus de petites c'est quoi ce data point, c'est quoi ce problème avec ce dash. Donc en fait, les data analysts font des analyses beaucoup plus stratégiques et ont un impact qui est énorme comparé à ce qu'ils pouvaient faire avant. Donc en fait, il ne va pas y avoir besoin de moins de data analysts. Il va falloir juste que le métier change un peu et ça peut être du support de dashboarding. Ça va vraiment être des analyses stratégiques. Donc ça, c'était pour la question juste d'avant. Mais pour le rename, c'est juste... Donc à la base, je suis Analytics Engineer et notre équipe d'Analytics Engineer. Et ce qui s'est passé avec l'arrivée de l'Agentic Analytics, c'est qu'on a juste étendu un tout petit peu le scope. On faisait le modeling, on faisait la documentation, on faisait le testing. Et on rajoutait la petite partie qui est on va construire le context layer, la manière dont il est structuré et le retrieval par-dessus. Et donc cette bloc-là vient par-dessus. Il y a beaucoup de petites choses dans le modeling et autres qui ont pu être automatisées. Et maintenant, c'est le bout en bout de la donnée qui est ingérée jusqu'au contexte qui parle de cette donnée qu'on couvre entièrement. Donc c'est juste une extension naturelle de ce qu'étaient les analytics engineers avant, avec la petite brique de contexte par-dessus et le retrieval. Si je peux demander, du coup, tu penses toujours qu'une bonne, pour avoir de la bonne donnée, une bonne modélisation, c'est toujours le socle nécessaire, même avec l'Agentic Analytics? C'est 10 fois plus important. Là maintenant, il n'y a plus 2 queries dessus, il y en a 2000. Donc il y a intérêt que ça soit très clean, très documenté, propre 100% du temps et bien réfléchi aussi. Parce que est-ce que les gens qui font le data modeling utilisent de l'IA pour data modéliser? Massivement. Est-ce que c'est pas contraire à ce que tu viens de dire juste avant? Non, parce que du coup on a étendu le scope de ce qu'on faisait. Donc avant, imaginons qu'on s'occupait du modeling pour la partie finance et product et qu'il y avait certains domaines qu'on traitait moins par manque de temps, on se retrouve à traiter 15 domaines. Et donc, non. Je peux rajouter quelque chose. Je pense qu'il y a un truc qui devient hyper important, c'est ta stratégie de data warehouse et data platform, parce que du coup, si ta promesse c'est de mettre un agent au-dessus de toutes tes données, il faut que tes données elles soient quelque part. Donc tu as une logique qui va être data platform, ta source of truth en fait. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu aies tout ton système d'information en fait, en termes de data dans ton data warehouse pour pouvoir faciliter l'accès. Sinon tu tapes du MCP dans tous les sens et donc déjà tu as une stratégie d'ingestion et de modélisation en tout cas de ta donnée. Et après en fait ton goal layer demain c'est pas que pour l'analytique, c'est pour l'agentique. Donc tu as une vraie réflexion autour de comment tu modélises la donnée. Et je suis d'accord avec toi, l'IA ça amplifie en fait ton équipe Analytics Engineering pour qu'ils aient une couverture bien plus large. Et donc pour moi ça remet un peu au centre la stratégie data platform, data engineering, Analytics Engineering pour permettre à l'agentique de venir s'y plugger et du coup libérer le temps pour les data analysts pour faire des choses beaucoup plus avancées. Et en fait, il faut quand même se dire que l'équipe data, c'est l'une des seules équipes dans une société qui est aussi centrale et qui a une visibilité justement sur tous les process de l'entreprise et qui peut être garante du fait qu'on garde en fait une définition de métrique en fait ou de contexte qui reste dans le temps. Donc pour moi, ça remet encore plus en fait la stratégie data au centre de l'entreprise et ça étend le périmètre. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas un sujet de décentraliser les data analysts plus? Parce qu'en fait, il y a potentiellement moins besoin qu'ils soient en centrale et plus besoin que ce soit des business analysts qui aient ce skill un peu plus data analyst, mais qui soient encore plus embed dans les métiers. Qu'on fasse vraiment ce truc-là, quoi. Ouais, je pense que c'est la vision, après il faut y arriver. C'est-à-dire qu'au fait, aujourd'hui, un data analyst, j'imagine qu'ils sont tous honneurs de certains domaines, qui a une connaissance et ils maintiennent aussi tout ce contexte, ils créent les dashboards. Donc je pense que tu as un peu une transformation du rôle forcément qui va arriver je suis quelqu'un qui connaît très bien le process métier, je peux faire des analyses super avancées. Mais pour arriver à ça, il faut vraiment justement construire toute cette brique, cette couche pour que les agents puissent s'y connecter. Et on n'y est pas encore, en tout cas chez nous, on n'y est pas encore. Et je pense qu'en réalité,
aucun agent n'arrivera à faire la prouesse de mettre d'accord 3 équipes différentes sur la définition d'une métrique. Donc on aura toujours besoin de gens pour essayer d'expliquer, faire de la politique data au sein d'entreprise. Ça, c'est vrai. Question un peu provocante. Non, mais un peu spicy. Dans le futur et les impacts, est-ce que tout ça, ça va pas supprimer l'outil de BI? Ou est-ce qu'on veut pas que ça supprime? Ou est-ce qu'on veut que ça supprime l'outil de BI? Je pense que ce qui est intéressant, c'est le dashboard, qui était pendant très longtemps, côté analytics, l'output final devient un asset data parmi tant d'autres, où tu racontes une histoire, cette histoire, elle va enfin être comprise par nos stakeholders. Et ouais, ça remet en place vraiment l'outil de BI, parce que tu fais un dashboard, et ce dashboard va pouvoir s'intégrer avec le reste de tes outils, de tes objets de data. Et nous, on a des vraies réflexions sur pas arrêter la BI, mais passer d'un outil de BI qu'on considère peut-être un peu vieillissant vers un outil de BI qui est AI first dans les années à venir. Et puis, ça va devenir de plus en plus simple de migrer un dashboard parce que avec une IA, tu peux coder un dashboard en quelques minutes et pas en quelques heures. Juste là-dessus pour rebondir, et après je vous laisserai. On a un gros problème dans les équipes data, c'est qu'on a des cimetières de dashboard et qu'on a beaucoup trop de dashboards. Question derrière, c'est du coup, vu qu'on peut facilement créer des dashboards, est-ce qu'on ne va pas faire des cimetières plus grands? Je pense que oui. Mais après, la question, c'est plus où est-ce qu'on les retrouve? Et en fait, est-ce que finalement, on va pas avoir juste des dashboards temporaires qui vont être, en fait, vu qu'on peut les faire facilement, on va avoir une question, on va avoir une problématique, paf, on a un gros dashboard, super, il est utilisé pendant une semaine. Après la semaine, il sert plus à rien, il est supprimé, on a un garbage collector et on repasse à celui d'après. Et en gros, on a plein de dashboards qui se succèdent et en fait qui sont générés au fur et à mesure selon les besoins et qui évoluent selon les besoins. Et je pense qu'en réalité, la BI, c'est quoi? C'est l'intelligence métier, l'intelligence business. Donc, en fait, est-ce qu'un agent analytique, ce serait pas une partie de la BI aussi? Et que c'est juste que la BI change, c'est pas que en fait, ça va remplacer la BI ou quoi, c'est que la BI évolue et que du coup, c'est une nouvelle brique qui arrive à la BI en même temps que les dashboards, en même temps que Excel, en même temps que voilà, il y a plein d'outils qui permettent de le faire et ça en est un nouveau qui est plutôt efficace. Oui. Mon avis très personnel, c'est que dans quelques années, on ne dépensera plus des fortunes sur un outil de BI en fait qui fait que du dashboard. Et je suis très je vulgarise un peu trop quand je dis ça, mais dans le sens où quel intérêt de payer je sais pas combien d'euros la licence pour quelqu'un vienne voir un dashboard. Enfin, dans le monde où t'as ton contexte qui vit peut-être pas dans ton outil de BI, qui vit dans ton repo, qui est alimenté par une équipe d'analystes ou d'analytics génériques qui sont vraiment honneurs de ça, sur lequel tu peux parler, poser des questions et itérer. Et peut-être que demain, tu auras 10 dashs d'entreprise certifiés, tu vois, que tout le monde regarde si tu sais pas quoi regarder. Donc il te faut juste un outil pour afficher ces dashs-là, il te faut un outil pour créer des graphes on the fly, de pouvoir les partager. Donc moi je me pose vraiment la question de la BI dans 3 ans, hein, si on arrive à avoir cette promesse que, en tout cas ce que vous avez construit. Donc moi j'y crois pas forcément à la BI en tant comme elle existe aujourd'hui. Donc c'est peut-être des nouveaux outils qui vont faire que de l'agentique, un peu de dashboard, mais pas dans le mode d'utilisation d'aujourd'hui. On a Kilumni. Donc, c'est pas dans la tendance actuelle à Paris. Ça. Non, mais on a, juste pour le contexte, il y a 1 an et demi, déjà on était sur Periscope. On a voulu migrer vers un autre outil de BI un peu plus solide. La migration a pris pas mal de temps. Vous savez que j'imagine qu'ici tout le monde sait la douleur de migrer d'outil de BI. C'est horrible. Et du coup, quand on a eu cet agent-là, on a pu décider de juste dire on peut prendre Metabase en open source qu'on peut manager et embed dans nos conversations. On utilise Metabase pour faire les graphes et on a migré la totalité de Periscope en 10 jours avec nos agents. Donc on a pu kill Omni. Voilà. Ok. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de gens debout. C'est ça que tu me faisais signe? On va s'arrêter là. Je vais prendre quelques questions quand même. Est-ce qu'il y a des personnes... Ouais. Oui, vas-y.
Vas-y, tu réponds. C'était pointé sur toi. Ah oui, pardon, il faut que je rephrase la question. La question, c'était comment... Là, on parle beaucoup de internal chat with your data ou agentic analytics. Comment on fait pour de l'external, donc pour nos users? C'était pour toi. D'accord. En fait, on l'a fait aussi. Déjà, donc on a fait. Alors, notre agent s'appelle Cortex. C'est pas celui de Snowflake, mais je sais pas qui est venu avec le nom, mais bon, c'est le même nom. Et en fait, l'infra en soi pour faire un agent en interne et la stratégie pour le faire, c'est exactement pareil que pour le faire en externe. Il y a des petits soucis à scale et de coûts qui sont un peu plus embêtants quand on le met B2C, mais en soi, c'est la même chose. Et du coup, nous, on a créé d'autres agents qui sont maintenant intégrés dans le produit. C'est exactement la même chose. Ça change rien. Autre question? Vas-y. Ouais. Pour les témoignages, comment est-ce que vous gérez la sécurité? Parce que vous présentez beaucoup, j'envoie toutes les données, tout le contexte, etc. Comment est-ce que vous gérez une personne peut voir une partie, etc. La question, c'est comment on gère la sécurité. Et donc, là, on envoie toutes les données au LLM et comment on gère le fait qu'une personne peut voir qu'un sous-ensemble des données, etc. Et dans le etc. Ouais, il y a plein d'autres choses. Je peux donner un premier élément de réponse. Déjà, on la gère pas. Pourquoi? Parce que en fait, on expose la partie metric layer aujourd'hui et on considère que toutes ces données-là sont accessibles à toute l'entreprise. Donc, on a une politique un peu de open sur la partie data. Et après, demain, si on doit l'ouvrir au gold layer, on considère qu'on met pas de PII dedans, mais que tout est public pour les employés. Donc, d'où les sujets de permission, parce que typiquement, je sais pas comment on répond à ce cas-là demain. Je pense qu'il y a un peu de boulot. Et donc, voilà, ça demanderait une couche en plus de permission. En tout cas, nous, on la gère pas aujourd'hui. Et je pense dans une politique d'ouverture d'accès à la donnée pour les employés. À notre taille, on n'a pas forcément besoin de la gérer aujourd'hui. Sur la sécurité, après je te laisse la parole, Léon, mais je pense qu'il y a un gros sujet qui n'est pas craqué aujourd'hui, c'est l'impersonation est assez mal foutu chez tous les warehouses, chez tous les outils de BI, enfin partout, il n'y a aucun truc data qui a une bonne impersonation. Et voilà. Donc, nous, avec Nao, on est en train de commencer à bosser dessus, mais c'est quand même très chiant. Donc c'est open question still. Ouais, je pense que du coup, c'est une couche en plus qui va devoir arriver, toute cette partie-là en fait, derrière, avant, selon le compte, selon la personne qui va faire la demande, d'avoir des interdictions, mais sauf que du coup, ça doit être l'agent qui le gère lui-même. Et par contre, comme tu disais, un des gros challenges, c'est d'être sûr et certain que toute la partie P2I, par contre, toute la partie de données utilisateurs ne soit pas envoyée, et donc du coup d'avoir quand même du traitement de données lié à ça avant, mais de la même manière que sur les dashboards, en théorie, fallait pas non plus avoir ces données-là accessibles même aux personnes internes de l'entreprise quand ils n'ont pas l'accès, pour des questions de RGPD et autres, et en fait de traiter de la même manière l'agent comme l'agent et les LLM derrière, pour être sûr qu'on n'envoie pas des données personnelles sur des LLM qui potentiellement en plus sont pas en Europe, donc ce qui peut créer des petits soucis d'un point de vue contractuel. Et après, sur les LLM, vous pouvez aussi avoir des contrats avec certaines entreprises de zéro data retention qui contractuellement garantissent qu'ils ne stockent rien chez eux. Ouais, même sans stocker, ça veut dire que s'il y a un envoi qui est fait, potentiellement ça peut être, sur certains contrats, ça peut être rédhibitoire d'avoir même envoyé la donnée. Ouais, je dis juste qu'il y a le zéro data retention qui est normalement, il stocke rien. Une autre question Nolwenn, vas-y. Parle plus fort, s'il te plaît. Ouais. Donc la question c'est le contexte et le cycle de vie du contexte, parce que nous en tant que data on va figer un contexte et comment on peut s'assurer que les métiers quand ils bypassent pas le contexte en disant d'autres trucs, ça c'est la première chose, et comment on peut aussi enrichir le contexte à partir de ce que les métiers donnent. Là-dessus, si je peux donner une réflexion, et après peut-être si quelqu'un veut rebondir, je pense qu'il faut voir les inputs métiers ou les inputs d'utilisateurs comme en fait la limite entre le contexte, la mémoire et le data modeling, c'est des trucs c'est un peu les mêmes concepts, c'est juste que c'est pas au même niveau, quoi. Et en fait, ce que tu as envie au bout d'un moment, c'est que avec l'interaction des utilisateurs, tu as envie de promouvoir des trucs dans ton data model. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut des outils qui détectent ces nouveaux patterns que tu n'avais jamais vus.
qui peuvent être considérés comme de la mémoire. Si on prend ChatGPT ou plein d'outils, bah, ça s'appelle de la mémoire. C'est j'apprends quelque chose de mon utilisateur et j'en crée une mémoire qui permet de savoir que cette personne-là, elle parle toujours de marketing ou elle parle toujours de « Ah putain, le chiffre d'affaires, c'est toujours divisé par 4 parce que personne n'avait pensé à le mettre dans le data model. » Et donc ça, il faut qu'en tant qu'admin data, on puisse détecter ce pattern pour le repush back dans le data model. Et ça, bah, nous dans Nao, c'est ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas trop vous, comment vous faites ça. Mais... Si quelqu'un veut rebondir, sinon la réponse peut s'arrêter là. Vas-y. Très rapidement, il y a un truc qui est super important, c'est l'observabilité. Il faut être capable de voir toutes les traces de son agent vraiment clairement, et on peut mettre en place plein de choses pour garder le context layer le plus à jour possible. Donc typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est que notre agent, une fois qu'il y a une conversation, quand la conversation s'arrête, il va aller regarder toute sa trace et va se mettre un feedback à lui-même pour savoir ce qui s'est passé un petit peu. Donc si quelqu'un a dit non, c'est vraiment pas ça, tu t'es gouré de date et autres, ce feedback-là, on va le récupérer nous dans les traces et on fait tourner sur un schedule des PR automatisés. On va automatiser la création de PR qui vont updater le context layer avec ces feedbacks-là. On les regroupe par les cas les plus impactants ensemble et on va corriger le context layer. Bon, ça, c'est un des trucs. Mais on peut mettre en place plein de choses en ayant cette observabilité pour garder le context layer le plus à jour possible. Super, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que y a quelques personnes debout. Tu pourras poser ta question après. Je suis désolé. Non, parce que, à part si vous voulez continuer, hein, à part si personne ne veut aller boire et manger. À main levée, qui veut aller boire et manger? Franchement, pas grand monde. Vous voulez continuer quand on vous pose des questions? On peut continuer encore 2-3 questions. Hein. Alors vas-y, pose ta question. « 20 minutes, c'est exagéré. » Ouais. Allez, 3, 2, 3. Quelqu'un veut répondre? Vas-y. Alors, il y a deux trucs. Il y a des features qui viennent naturellement dans des frameworks comme LangChain qui te permet de cacher des tokens, faire du caching de tokens. Donc ça te permet dans une conversation, si jamais quelqu'un reparle de sujets dont il a déjà parlé, il y a une partie du contexte qui va être cache, donc ça aide un peu. C'est pas trop la même chose. Je sais, mais c'était un peu... Ça coûte pas si cher. Mais l'autre truc, c'est qu'on peut imaginer des petits systèmes un petit peu intelligents. Donc typiquement, quand quelqu'un pose une question, avant de partir directement dans le context layer et essayer de le faire mouliner, on peut faire des recherches de questions récentes pour voir et après récupérer la trace directement et l'envoyer. En fait, on peut imaginer plein de petits systèmes qui permettent d'éviter ce genre de redondance. Mais ça, c'est vraiment dans l'optimisation des coûts. Une fois que déjà on a prouvé qu'il y avait de la valeur, on peut taper dans les coûts. Je pense qu'il faut que les coûts explosent pour que tu te poses cette question-là. Ouais. Alors, je vais essayer de reformuler. Quand est-ce que j'avoue, je sais pas. Quand est-ce que, enfin, c'est quoi quand est-ce qu'on détermine que quelque chose doit arriver dans le data model versus on laisse juste l'agent faire ce qu'il veut? Je pense que c'est ça. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a une petite confusion. Le contexte, il peut être fait sur le code layer. Enfin, c'est pas. Enfin, le contexte, il est même dans beaucoup de cas fait sur le context layer. De mon point de vue, le faire sur le context layer, c'est la partie la plus simple, parce que sur le code layer, pardon, c'est la partie la plus simple.
Et souvent, ce qui va se passer, c'est surtout sur les parties basses, sur le silver et sur le bronze, là où tu as beaucoup de valeur, parce qu'en fait, quand tu veux faire une deep dive analysis, c'est pas dans le gold layer, parce qu'en fait, le gold layer, c'est déjà beaucoup agrégé. Et c'est déjà potentiellement déjà répandu dans des dashboards, ou déjà répandu à d'autres endroits. Et là-dessus, c'est du contexte, c'est de l'exploration. Est-ce qu'il y a du pushback dans du data model? Oui. Enfin, genre, pas d'autres choses plus à dire, je sais pas. Si quelqu'un veut rebondir. Je pense qu'on en revient au sujet de ta stratégie de modeling et de data warehouse, parce que dans ce cas-là, imaginons, la data elle est dans le silver. Enfin, d'ailleurs, il y a plein de cas où en fait c'est pas trop un problème. Ça va plus être le cas de se dire la data elle est pas dispo dans le silver, je vois qu'elle est dans le bronze, donc il faut que je la mette dans le silver par exemple. Et dans ce cas-là, en fait, on pourrait avoir des PR qui sont faits automatiquement. Et du coup, je pense que c'est hyper important de structurer ton analytics engineering avec les nouveaux rôles de contexte, pour avoir des agents en fait qu'on a sur lesquels on a expliqué comment on structure notre silver, c'est quoi les bonnes pratiques, comment on documente, comment on appelle les champs, pour garder la normalisation et les mêmes bonnes pratiques au sein du warehouse. Donc je pense que quand on arrive dans ce cas-là un peu d'itération sur le data warehouse, on en revient toujours au cas de il faut que j'ai créé de la doc, il faut que j'ai créé des guidelines qui vivent, il faut que j'ai des gens qui soient honneurs de ça. Enfin, je pense qu'on en revient au basique. Et après, il y a un futur qu'on ne connaît pas, hein, genre du slope global de ce qu'il va y avoir dans notre data model à un moment donné, quand il y aura 10 PR par jour sur le data model, on ne sait pas quelle gueule ça va avoir. Je pense aussi là-dessus que justement le fait d'avoir d'observabilité sur les agents, ça va aussi permettre de se dire, ah bah tiens, là il y a un truc sur le bronze layer qui est utilisé, genre il y a eu 20 requêtes qui ont utilisé ça. Bon, bah, est-ce qu'il y a un pas à un moment donné, c'est une donnée qu'il faudrait que je fasse remonter au niveau du silver et du gold, parce que bon, bah, il y a quand même des gens qui sont intéressés par ça, et ça veut dire le fait que l'agent soit allé taper là-dedans, ça veut dire qu'elle n'est pas accessible autrement, quoi. Super, bon, on va s'arrêter là. Merci d'avoir écouté si religieusement et d'avoir tenu ceux qui sont debout. Trois petites informations. La première, c'est on va réitérer ce genre de meet-up dans les prochains mois. Donc j'espère que vous reviendrez. N'hésitez pas à nous envoyer des feedbacks. On fera tourner, je pense, un questionnaire ou envoyez-nous des feedbacks en direct pour améliorer ce que vous avez aimé, ce que vous pensez qu'il faudra qu'on fasse la prochaine fois, sur le format, sur un peu tout. Deuxième chose, allez star notre repo. Qui est open source. Ça nous aide énormément pour pouvoir continuer à faire ce genre de choses. Et on veut faire quelque chose qui est communautaire. Donc, testez-le. Ça peut être testé en local, ça peut être testé pour toute votre team. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller star le repo. Il y a des gens, je sais, dans l'audience qui ont déjà fait des PR sur le repo même. Donc, allez faire des PR sur le repo. On vous enverra du merch quand on l'aura fait. Et dernière info, du coup, il y a de quoi manger, de quoi boire. Donc voilà, profitez et échangez tous ensemble. C'est le but de ce genre d'événement, c'est qu'on puisse tous parler, échanger sur les pratiques et qu'on apprenne tous les uns des autres. Voilà, merci. Et merci à nos speakers. Merci à Wakano.